Merci, Victoria. Voilà. Donc, je vais peut-être commencer avant que Victoria débute sa présentation. Donc, un peu un message d'introduction. La question entourant les données de la recherche et l'accès aux données de la recherche, le stockage des données de la recherche est d'actualité. Les trois grands conseils fédéraux ont établi récemment une politique sur les données de la recherche. Et dans un futur approché, les chercheuses et les chercheurs qui font des demandes au Grand Conseil devront aussi avoir un plan de gestion de données de recherche. Donc, ce qu'on entend par données de recherche, ça peut être sur des données récoltées sur le terrain, des entrevues, toutes sortes de données biologiques, etc., les résultats de calcul de données, des logiciels informatiques qu'on développe, des programmes. Donc, tout ça, ça doit être, en théorie, on doit avoir un plan de gestion pour conserver les données dans un format utilisable et comprenable pour les autres chercheurs. Donc, c'est ça et ultimement le but d'un plan de gestion, c'est de conserver les données et les stocker de manière pérenne. Donc, aujourd'hui, Victoria a gracieusement accepté de faire une première présentation sur vol des principes entourant la gestion des données de recherche. Donc, je la remercie d'avance pour cette présentation. L'université va bientôt se doter d'une politique de la gestion des données. On a un comité qui a été mis en place qui va établir cette politique-là. Et dès l'automne, certains concours des grands conseils vont exiger un plan de données de recherche. Donc, Victoria, aujourd'hui, a gracieusement accepté de nous présenter certains aspects fondamentaux sur les données de recherche. Je te laisse la parole, Victoria. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Francis, de cette introduction. En fait, vous avez couvert pratiquement toute la matière qu'on va voir, mais un petit peu plus en détail. Encore une fois, donc je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Victoria Volkanova et je suis bibliothécaire à la Bibliothèque Champlain ici sur le campus de Moncton. Je m'occupe de tous les dossiers qui se rattachent à la communication savante. Puis il faut dire que dans les dernières années, le nombre de dossiers, des aspects grandit continuellement. Donc, c'est très intéressant. Les données de recherche, c'est un aspect de la communication savante, de la recherche. Ça fait plusieurs années, en fait, que c'est en plein développement. Puis oui, actuellement, on est arrivé au moment où les grands conseils ont finalement produit une politique qui encadre sur le plan national la gestion des données de recherche. Donc, ça nous pousse un petit peu dans le dos, mais ça veut pas dire que c'est maintenant que ça commence. C'est sûr que c'est depuis toujours, depuis que vous êtes chercheur, puis vous produisez des données de recherche, puis les autres chercheurs peuvent bâtir leur projet sur ceux de ses collègues. En fait, moi, j'ai une présentation, bien sûr, que je vais lancer tout de suite. J'espère que ça va fonctionner. Il y a toujours un petit moment de panique devant ces outils technologiques. Est-ce que c'est grand à votre écran? Parce que moi, je vois toutes sortes de plein de petites icônes. Attendez, je vais juste organiser un petit peu. On voit bien, moi je vois bien. On voit bien, oui. Vous voyez bien, c'est ça. C'est ça ce qui est important. Je vais juste m'organiser encore une fois. OK, parfait. Donc, on a appelé l'atelier d'aujourd'hui « Introduction à la gestion des données de recherche ». Vous allez voir, on va couvrir quand même plusieurs éléments.
L'atelier se veut un survol. Dans une heure, on ne pourra pas aller dans les détails. Puis d'ailleurs, moi-même, je ne suis pas du tout une experte. C'est vrai que ça fait plusieurs années que je suis le dossier, puis je participe à des webinaires, puis je sais qu'est-ce qui se passe dans d'autres universités. Mes collègues bibliothécaires sont, comme d'habitude, les bibliothèques sont au cœur de ces initiatives-là. Mais par contre, moi, si je travaille pas avec les équipes de recherche, si je travaille pas avec vous, mais ces connaissances restent passives. Donc, moi, j'ai hâte à commencer à appliquer tous ces éléments-là, de travailler avec vous, puis d'aider les chercheurs à bien gérer leurs données de recherche. Donc, les éléments abordés aujourd'hui, bien sûr, on va parler de façon générale, c'est quoi la GDR, la gestion des données de recherche, c'est pourquoi elle est importante. On va parler des principes FAIR. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est un acronyme, bien sûr, qui guide un petit peu la gestion des données de recherche. Le contexte canadien, c'est la politique des 3 grands conseils de recherche qui a été publiée l'année dernière, 2021. Cette politique-là a 3 grands piliers. Donc, je vais vous présenter ces éléments-là. Tout d'abord, c'est la stratégie institutionnelle. Francis a mentionné tout à l'heure la politique de la gestion des données. C'est ça, en gros, mais ce qu'on veut plutôt avoir, c'est une stratégie institutionnelle dans ce sens. Comment on va s'assurer que les chercheurs ont accès à l'infrastructure nécessaire, puis ont les compétences, les connaissances nécessaires pour rendre leurs données justement accessibles, réutilisables, justement. Donc, les bonnes pratiques en GDR, je vais vous parler un petit peu de ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien préparer nos données pour l'utilisation future? On va toucher la science ouverte et les données ouvertes. Donc, vous savez qu'on parle depuis maintenant plusieurs années, on parle de tout ce qui est ouvert ou libre. On a commencé par le libre accès à la recherche, mais aujourd'hui, le libre est partout. C'était un mouvement marginal un petit peu il y a 20 ans, mais aujourd'hui, ce n'est plus. Alors, on parle des données ouvertes, justement, des ressources éducatives libres, du gouvernement ouvert. Donc, c'est tout ça. Donc, ça s'inscrit dans ce grand mouvement de la science ouverte, justement, de la science comme bien commun qui appartient aux gens. Et donc, c'est ça, on va finir par vous donner quelques ressources. Il y en a des tonnes et des tonnes, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le contexte canadien, puis qu'est-ce qu'on a de pratico-pratique pour nous aider à préparer nos données de recherche. Et donc, je vais mentionner aussi à l'automne dernier, l'année dernière, 2021, on a assisté, en fait, le comité régional des bibliothèques universitaires de la région de l'Atlantique en collaboration avec le BCI, c'est le Bureau de coopération interuniversitaire au Québec. Ils ont produit 2 séries de webinaires, une série en anglais puis l'autre en français, portant justement sur tous les aspects de la GDR, mais de façon beaucoup plus détaillée. Donc, au lieu d'avoir un seul webinaire comme on fait aujourd'hui, un survol, donc là, on a une série de 4. Le premier, c'est l'introduction, puis par la suite, on parle de chaque pilier de la politique en beaucoup de détails. Donc, moi, j'ai emprunté plusieurs éléments de ces présentations-là, mais je vous invite aussi à les visionner lorsque vous avez le temps ou l'intérêt, surtout les parties qui vous sont pertinents. Donc, il y aura des liens que je vais vous fournir à ce sujet. Puis, comme j'ai dit, il y en a en anglais et en français. Puis, les ressources sont toujours bilingues, donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, tout d'abord, la définition, c'est quoi les données de recherche? Mais bien sûr, vous êtes toutes et tous les chercheurs, chercheuses, donc ce n'est pas à vous que je dois expliquer c'est quoi les données de recherche. Il s'agit des données primaires pour la recherche qui sont nécessaires, bien sûr, pour valider les conclusions de tous les projets de recherche. Et là, comme Francis a mentionné tout à l'heure, il s'agit de toutes sortes de données. Ça peut être des données textuelles, audio, iconographiques, numériques, les données d'observation, factuelles, personnelles. Donc, ça touche toutes les disciplines. Il y a toujours les données primaires, les sources primaires, les données de départ.
Donc, aujourd'hui, à l'ère qu'on est, puis en fait, ça fait plusieurs décennies, plusieurs années de ça, je suis sûre, que ces données sont créées, stockées et gérées numériquement déjà. Donc, on travaille tout dans un environnement informatique. Alors, ce fait-là rendre facile mais il est facile de rendre ces données accessibles, de les reproduire et de les combiner avec d'autres données. Donc, toutes les données sont dans un même environnement informatique. Mais par contre, c'est pas parce que c'est déjà disponible en format numérique que c'est facile, on peut tout de suite aller et faire tout ce qui est nécessaire. C'est pas vrai, ça prend une gestion active des données de recherche tout au long de leur cycle de vie, et ce, dès la conception des données, donc dès le début de votre projet de recherche, lorsque vous concevez la collecte des données, comment vous allez travailler. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir, qu'il faut préparer un plan. Donc, un des éléments, un des piliers, c'est le plan de gestion des données de recherche qu'on fait au début du projet. Donc, je fais toujours un petit parallèle avec le logiciel de la gestion bibliographique Zotero. Lorsqu'on veut, à la fin du projet, produire une bibliographie, mais ce n'est pas à la fin du projet qu'on commence à alimenter notre base de données Zotero, on le fait au début du projet, on commence à y mettre des éléments pour, à la fin, pouvoir s'en servir pleinement. Donc, c'est un petit peu dans ce sens, mais je fais un parallèle bibliothèque. Donc, l'importance de la GDR est indéniable pour, en fait, pour tous les participants. Tout d'abord, pour les chercheurs, et vous voyez, les éléments, c'est la meilleure organisation du travail lorsque vous planifiez bien toutes les étapes nécessaires pour travailler avec les données de recherche. Donc, ça vous permet une meilleure organisation du travail. La conservation sécuritaire des données, parce que justement, la pérennité des données, c'est l'objectif premier, c'est d'assurer que les données soient pérennes, qu'on pourrait les utiliser à l'avenir, mais aussi pour le projet comme tel. Ce n'est pas seulement dans plusieurs années pour d'autres projets, mais même pour le projet en cours, c'est très important de bien réfléchir à la gestion des données de recherche, protection contre la perte ou le vol des données, la visibilité et l'impact, parce qu'on va parler de la description des métadonnées descriptives, comment c'est important de super bien décrire les données, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dedans et vous savez très, très bien qu'est-ce que ça veut dire, un petit acronyme que vous avez mis dans le nom du fichier, mais dans un mois, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà oublié. Donc, vous voyez, je donne des exemples un petit peu moche comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est important. Ça permet aussi des nouvelles collaborations. Donc, lorsque il s'agit de la collaboration entre les projets, entre les chercheurs, la réutilisation des données pour d'autres projets, mais aussi pour vous-même, pour vos projets futurs. Donc, des données bien gérées, mais ça ouvre beaucoup de possibilités. Et aussi, ça assure l'intégrité et la transparence de vos processus de collecte, de préservation, etc. Toutes les étapes du cycle de vie des données de recherche. Et bien sûr, pour la science en général, ça permet l'avancement accéléré des connaissances lorsqu'on a ces données de recherche qui sont accessibles, réutilisables, bien gérées. Ça permet aussi la reproductibilité de la recherche. J'ai pratiqué le mot à quelques reprises parce que ça se dit pas facilement. Mais vous savez aussi, c'est un des enjeux du paysage actuel de la communication savante, ce qu'on appelle même la crise de reproductibilité. C'est cette tendance, en fait, cette obligation de ne publier que la recherche originale qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, la science, dans la grande partie de la science publiée dans les dernières décennies, dans les dernières années, en fait, n'est pas reproductible. Puis on se rend compte de ce problème, ce gros problème,
Et donc, c'est ça, le fait d'avoir les données de recherche bien gérées et accessibles et réutilisables, ça permet non seulement de bâtir d'autres projets de recherche là-dessus, mais aussi faire des projets, de la reproduction pour s'assurer, pour vérifier. En tout cas, vous savez mieux que moi, mais c'est un aspect très important. En fait, un autre élément bénéfique pour la science, ça limite la répétition des travaux. Et au lieu pour chaque chercheur de recommencer à zéro, à aller cueillir les mêmes données, donc les données sont déjà là, on peut faire d'autres projets basés sur les mêmes données bien gérées. Donc, limite la répétition des travaux et validation des résultats de la recherche. Probablement, donc, il y en a d'autres. Ça, c'est juste une liste pour vous donner une idée de tous les avantages de la bonne gestion des données de recherche, à la fois pour les chercheurs et pour la science en général. Donc, pour justement permettre aux données de recherche d'être accessibles, réutilisables, etc., il faut appliquer un certain nombre de mesures et poser un certain nombre de gestes pour rendre les données comme on veut les avoir. Donc, on parle des principes directeurs. L'acronyme est FAIR. Donc, les principes directeurs FAIR, ça veut dire, je ne sais pas si j'ai fait... Oui, donc F, la lettre F, ça veut dire findable. Donc, les données de recherche doivent être facilement repérables. Donc, on va appliquer quelques mesures pour faciliter la découverte des données de recherche. Ensuite, A, c'est pour accessible, accessible. Donc, permettre d'accéder et télécharger facilement les données. Donc, on veut faciliter ces éléments-là. On va parler tout à l'heure, on va mentionner quelques éléments, comment on peut le faire. La lettre I veut dire interopérable. Donc, les données, c'est bien beau pour qu'on puisse travailler pour notre projet de recherche, mais l'objectif est aussi de les rendre interopérables. Ça veut dire exploitables à travers les environnements informatiques différents. Donc, on va parler plus en détail, mais pensez par exemple à des protocoles de communication libre et ouvert versus des protocoles de communication propriétaires, par exemple, qui peuvent limiter justement cette interopérabilité-là. Et finalement, la lettre R, c'est pour reusable, donc les données sont réutilisables, c'est ça la beauté. Finalement, en anglais et en français, c'est exactement le même acronyme. Si on ajoute ici facilement repérable, ça nous fait FAIR en français également. Donc, les données réutilisables, qu'on peut réutiliser les données pour de futures recherches, autant pour les autres chercheurs que pour nous-mêmes. Donc, on va s'attarder sur chaque élément un petit peu. Donc, les données F facilement repérables, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre nos données de recherche facilement repérables? Mais tout d'abord, attribuer des identifiants uniques et pérennes. Donc, on parle des PID, Persistent Identifiers. Donc, vous connaissez peut-être des Persistent Identifiers qu'on utilise pour les chercheurs. Par exemple, c'est le numéro ORCID. Donc, A, c'est le numéro unique qui est attribué à chaque chercheur, qui permet de l'identifier et de le distinguer de tous les autres chercheurs. Donc, ça, c'est au niveau des auteurs. Au niveau des articles, il y a le DOI, Digital Object Identifier. Donc, ça, c'est un PID également, qui ne change pas, même si l'article se trouve sur un site web, puis le site web disparaît ou change d'adresse URL, mais le PID ne changera jamais. Le DOI va rester toujours unique et pérenne. Donc, ça, c'est l'objectif. La même chose, il y a des identifiants qui peuvent être utilisés pour les données de recherche, pour les datasets. On peut les identifier par un identificateur unique et pérenne. Donc, un autre élément qu'on peut faire pour rendre nos données facilement repérables, donc on parle des métadonnées. Donc, des métadonnées, c'est la description, bien sûr, de nos données ou des articles. En fait, métadonnées, c'est la description du document. Et donc, on parle
on pense peut-être à l'auteur, le titre, donc les choses de base, mais en fait, les métadonnées peuvent être beaucoup plus explicites et donner beaucoup plus de détails. C'est ça l'objectif. Donc, décrire nos métadonnées, décrire nos données de recherche de façon le plus granulaire possible. Et donc, aussi, dans les métadonnées encore, d'indiquer le PID dans les métadonnées. Donc, tous ces éléments-là vont rendre nos métadonnées beaucoup plus facilement repérables. Donc, on pense aux moteurs de recherche même qui vont crawler justement les métadonnées. Donc, le plus qu'on peut indiquer dans la partie métadonnées, donc le plus facilement repérables nos données vont être. Et aussi, ça c'est un élément qui va revenir à plusieurs reprises, on parle des entrepôts de données, des dépôts de données. Donc, c'est important de ne pas garder nos données de recherche sur notre disque dur au tiroir, dans le tiroir de notre bureau, mais de les télécharger, de les déposer dans un entrepôt de données qui, quant à eux, sont des plateformes qui sont déjà toutes prêtes pour cette interopérabilité et l'accessibilité. Donc, on va en parler tout à l'heure. Donc, ça, c'est les éléments qui permettent de rendre nos données de recherche plus facilement repérables. Là, je vois qu'il y a des choses. OK, maintenant, pour la lettre A, accessible, voici quelques gestes concrets qu'on peut poser pour faciliter cet aspect-là. J'ai mentionné tout à l'heure les protocoles de communication. Donc, pour rendre les données facilement accessibles, notre protocole de communication, la base technique qu'on utilise doit être... Donc, les exemples de protocoles comme HTTP, FTP sont des protocoles de communication standardisés. Deuxième élément, ces protocoles de communication, c'est préférable d'utiliser des protocoles libres et ouverts versus les protocoles propriétaires. Les exemples de protocoles propriétaires sont Skype ou Microsoft Exchange Server, par exemple. Encore une fois, je ne suis pas une experte, mais j'ai cherché ces informations ailleurs, mais c'est ça, ça nous donne une idée. Puis, troisième élément encore portant sur l'accessibilité des protocoles de communication, si on ne peut pas rendre nos données librement accessibles à tout le monde, ça veut dire s'il y a des enjeux de la confidentialité, s'il s'agit des données privées ou sensibles, mais il faut s'assurer que notre protocole de communication peut être sécurisé ou permettre une authentification si c'est nécessaire. Donc, les exemples ici, j'ai HTTPS ou FTPS, bien sûr, puis aussi il faut très bien spécifier les conditions exactes d'accès à ces données-là, qui a le droit d'y accéder, comment on peut le faire. Donc, tout ça, c'est à vous, le chercheur, de réfléchir à cet aspect-là, puis de prévoir toutes ces actions futures. Puis d'ailleurs, je vais parler très rapidement justement comment s'assurer qu'on a le droit de diffuser nos données, que les données rentrent pas dans cette catégorie de données privées ou confidentielles ou sensibles. Et donc, pour l'accessibilité encore, le dernier élément, c'est préserver l'accès aux métadonnées, même si les données ne sont plus disponibles. Donc, d'où l'importance de bien décrire les données, parce que les métadonnées, même si on n'a pas accès, encore une fois, un parallèle avec le monde de bibliothèque, le texte intégral, même si on ne peut pas lire l'article, comme PubMed, par exemple, ne nous donne pas accès à l'article comme tel pour la lecture de l'article, le texte intégral, mais la richesse des métadonnées fait en sorte qu'on est très, très bien servi par cette information-là. On peut aller chercher beaucoup d'informations simplement à partir des métadonnées. Donc, lorsque les données ne sont plus disponibles, mais les métadonnées sont toujours là, dans les dépôts de données, par exemple, mais ça permet quand même aux chercheurs de trouver cette information-là, de savoir que ces données existent, et de contacter peut-être les auteurs, les chercheurs du projet original, ou d'aller chercher
des articles, on parle de data articles, ça fait plusieurs années déjà que c'est possible de publier nos données de recherche dans des articles dont le type d'article, ce n'est pas l'article scientifique ou l'article de revue, mais c'est spécifiquement l'article des données qui ne publie que un set de données qui nous intéresse. Alors, ça, comme je dis, même à partir des métadonnées, on peut quand même trouver des façons d'accéder aux données, même s'ils ne sont pas disponibles tout de suite. Donc ça, c'est sur l'accessibilité. Maintenant, pour la lettre I, on parle des données interopérables. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut rendre nos données interopérables? Mais d'abord, décrire, encore une fois, on parle de la description des données, donc avec un vocabulaire contrôlé. Et ça, encore, c'est dans l'esprit de permettre aux machines, parce que interopérable, mais ce ne sera pas à la mitaine, ce sera vraiment pour permettre aux machines, aux protocoles de communication de se communiquer puis de faire ce travail. Donc, pour permettre aux machines d'avoir un langage commun et de se comprendre, d'être lisibles par des machines. Utiliser un vocabulaire contrôlé on parle de vocabulaire contrôlé comme thésaurus, en tout cas, mais il y a des exemples, je vais pas, comme j'ai dit, je ne vais pas dans beaucoup de détails là-dessus parce que ça varie énormément d'une discipline à l'autre, puis je ne suis pas une experte non plus, mais c'est quelque chose qui nous guide dans tous ces éléments-là. Donc, utiliser un vocabulaire qui respecte les principes FAIR, ça veut dire il y a un PID qui est attribué à l'ensemble des données. Le vocabulaire est décrit par des métadonnées assez riches, est lisible par les machines et aussi déposé dans un dépôt de données. Donc, tout ça, ça peut bien s'appliquer à un vocabulaire. Puis l'exemple que j'ai ici, si ça parle à quelqu'un d'entre vous, on parle, par exemple, il y a ce vocabulaire qui s'appelle Animal Disease Ontology, ANDO, puis vous voyez le DOI qui lui est attribué, c'est un PID, c'est un Persistent Identifier qui permet de l'identifier de façon unique et pérenne, ce vocabulaire-là. Donc, pour quelqu'un qui travaille dans le domaine de Animal Diseases, donc ça peut être un vocabulaire qui permettra de décrire les données de recherche et de cette façon-là le rendre interopérable avec d'autres sets de données qui utilisent peut-être le même vocabulaire. Donc, ça, c'est un élément. Et aussi, comment rendre les données interopérables? Le dernier élément, c'est contextualiser avec des liens vers d'autres données. Donc, là, on parle, je sais qu'aujourd'hui, on parle déjà du Web 3, hein? Mais ici, on est toujours dans le Web 2 qui, à l'époque, il y a quelques années, était quand même assez extraordinaire comme développement. On parle du Web sémantique, donc plus particulièrement le format RDF, c'est le Resource Description Framework, qui permet de créer des liens contextuels entre les éléments. Donc, nous, si on décrit bien notre ensemble de données, nos données de recherche, puis donc, il y a une description pour les données de recherche, mais par exemple, dans le champ auteur, vous êtes là, votre nom en tant qu'auteur, mais vous devenez aussi donc, le contexte de vos données de recherche, mais ça donne sur votre contexte en tant qu'auteur. Donc, vous, auteur de ces données, vous devenez le sujet de nouveaux sets de données contextuelles autour de vous. Donc, ça nous amène dans les autres publications ou dans les autres choses, les projets que vous avez faits. Donc, vous voyez, ça devient un web sémantique parce que c'est lié par le sens, donc, ça devient un réseau global d'informations scientifiques. Donc, ça, c'est sur l'aspect interopérable. Et par la suite, pour la lettre R, et je vois que j'ai un petit problème avec mes animations. C'est un petit peu trop tôt pour vous de voir les licences de réutilisation, mais vous les voyez, bon. Donc, pour l'aspect réutilisable, on a parlé toujours des métadonnées. Donc, ici, on dit qu'il faut donner le plus d'informations, comme toute l'information possible sur les données. C'est ça qui va les rendre réutilisables par la suite.
comme même pour vous-même, ça va permettre de garder le niveau de détail désirable pour pouvoir réutiliser par les suites des données. Donc, donner le plus d'informations descriptives, puis on dit qu'a priori, toutes les métadonnées sont pertinentes. On parle du protocole expérimental, des paramètres, les personnes qui a traité les données, quand ça a été fait, ou la version du logiciel. Tous ces éléments, les dates, tout ce qu'on peut penser, c'est pertinent pour décrire l'ensemble, le jeu de données. D'ailleurs, là, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous ont assisté à des événements de cette semaine, qui est la semaine des données à cœur. Comment ils ont dit ça? Love Data Week, c'est la semaine des données à cœur. Donc, il y a eu plusieurs événements qui ont été, ça continue d'ailleurs jusqu'à demain. Nos collègues au Québec ont organisé quand même plusieurs webinaires en français justement sur les données de recherche, puis ils ont impliqué à la fois les chercheurs, puis les bibliothécaires, etc. Donc, lundi, il y a eu lieu cette table ronde assez intéressante avec 3 chercheurs de différentes disciplines qui ont parlé de leurs expériences, des défis qu'ils ont avec les données de recherche. Donc, justement, un chercheur qui vient du domaine biomédical. Donc, il parlait de leur approche de nommer les fichiers avec tous les détails possibles. Donc, vraiment, il a dit que la liste, c'est-à-dire la longueur est très, très longue, mais ils incluent tous les éléments dans la nomenclature des fichiers. C'est fait de façon automatique, bien sûr, parce qu'eux, ils parlaient de 500 terabytes de données. Donc, c'est quelque chose, ils travaillent sur le génome humain, donc ça doit être énorme. Mais bon, justement, c'est l'aspect descriptif. Puis il a dit que ça a complètement révolutionné la vie de leur labo de recherche, parce que c'est devenu beaucoup plus... ça changeait vraiment leur rapport avec les données. C'est devenu beaucoup plus facile à les réutiliser, mais aussi, vous voyez, réutilisable, mais on parle toujours des métadonnées, donc ça a répercussion sur tous les autres éléments aussi. C'est facilement repérable, c'est l'accessible, réutilisable, donc tout ça, ça fait partie dans tout. Donc, le plus d'informations dans les métadonnées. Puis, comment on fait ça? Mais lorsqu'on va voir ça un petit peu avec le PGD, le plan de gestion des données, mais il y a des schémas standards, schémas de métadonnées standards, par exemple dans Core, qu'on utilise. Puis, il y a des champs déjà, tout est là. Des champs proposés, il y en a qui sont obligatoires, d'autres facultatifs. Il y a des champs en texte libre, vous pouvez ajouter des notes, la description, etc. Donc, il y a de la place pour tout mettre. Puis, il faut s'en servir le plus dans la mesure du possible, au maximum. Un deuxième élément pour rendre les données de recherche réutilisables, c'est attribuer une licence de réutilisation. Donc, ici, on parle des données peut-être plus ouvertes, mais c'est ça aussi, c'est ça l'objectif aussi au final. Donc, les licences de réutilisation, on connaît bien sûr les exemples que j'ai ici, c'est la licence Creative Commons, mais il y a aussi, donc, vous connaissez Creative Commons CC BY, donc CC BY, ça permet l'attribution, mais ça donne la possibilité, ça donne le droit aux autres de réutiliser, d'utiliser les données pleinement, à condition d'attribuer la parenté. Il y a aussi 2 autres que je ne connais pas nécessairement. L'autre, au milieu, il y a la licence ouverte qui a été créée par le gouvernement français, donc qui permet la réutilisation. Puis la 3e, c'est le Open Database License également, donc c'est très particulier, mais surtout dans le domaine des données de recherche, les grands jeux de données. Donc, il y a ces 3, par exemple, qui peuvent être utilisés pour donner le droit de façon explicite de réutiliser les données. Donc, ça sert à la communauté scientifique, ça sert à la science ouverte. Un autre élément pour l'aspect de la réutilisation, donc indiquer l'historique ou la provenance des données pour prouver leur crédibilité et leur fiabilité. Donc, encore une fois, on parle des métadonnées, la description
la plus détaillée possible de nos jeux de données. Et donc, pour indiquer la provenance, quel était le projet de recherche, en tout cas tout ce que vous pouvez penser dans ce sens, ça va être utile justement pour pouvoir être réutilisé par la suite. On peut le faire soit dans les métadonnées ou bien dans le fichier texte « Lisez-moi », README. Donc, ça, c'est une des bonnes pratiques, en fait, d'avoir ce fichier textuel attaché au jeu de données qui donne toutes les explications nécessaires autour du projet ou des données, tout ce qu'il faut dire sur ce jeu de données-là. Je pense qu'il y avait une petite autre. Utiliser des standards de votre communauté, les standards qui sont employés dans les disciplines en question. Donc, ça va varier d'une discipline à l'autre. Mais par exemple, si vous connaissez vos collègues, vous connaissez vos collaborateurs, donc s'il y a certains standards qui sont utilisés dans votre champ de recherche, mais c'est bien sûr avantageux d'utiliser les mêmes standards pour partager vos données de recherche également. Donc voilà, ça c'est sur les aspects fair. Est-ce que je pense que ça donne comme ça devient un petit peu plus concret, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos données de recherche pour assurer une meilleure gestion de nos données. Donc, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais c'est très, très pratique, très, très applicable. Donc, on va voir d'autres éléments également. Donc, quelques mots sur la science ouverte, parce que là, on parle d'ouvrir nos données de recherche, de les rendre facilement accessibles et réutilisables. Donc, ça rentre dans le grand concept de la science ouverte qui nous intéresse tous, j'espère. Donc, ici, je crois que j'ai juste du texte qui vient de la feuille de route. C'est le Open Government, c'est le gouvernement ouvert canadien. C'est leur feuille de route qui parle beaucoup de la science ouverte. Donc, je vais vous lire, je vais vous parler un petit peu de ça. Donc, c'est la pratique qui consiste à rendre les entrants, les résultats et les processus scientifiques librement accessibles à tous avec un minimum de restrictions. Donc, on est dans ce contexte de libre et d'ouvert. Donc, les résultats de la recherche scientifique comprennent 3 éléments. C'est bien sûr les articles, les publications scientifiques examinées par les pairs. On parle du libre accès à la recherche. On parle des données scientifiques et de recherche, des données ouvertes. Et 3e élément, c'est la contribution du public à la science et le dialogue à cet égard. Donc, on parle de la science citoyenne, qui est science participative, je crois. Donc, c'est dans ce sens-là. Et donc, la science ouverte est rendue possible par les personnes, la technologie et l'infrastructure. Elle se pratique dans le respect de la vie privée, de la sécurité, de l'éthique, de la protection appropriée de la propriété intellectuelle. Donc, tous ces éléments-là, il faut les prendre en considération lorsqu'on travaille avec nos données ou avec nos publications. Puis, on veut les rendre ouvertes et accessibles, mais à condition de respecter tous ces éléments-là. Donc, la science ouverte peut intervenir à toutes les étapes du cycle de vie de la recherche. Et voilà les 4 étapes. On va voir tout à l'heure la façon un petit peu plus visuelle de les présenter. Donc, ça va de l'idéation du projet à la collecte et analyse des données. Donc, c'est là où les données de recherche se situent. Je vous dis tout de suite, avant de voir le diagramme. Ensuite, la 3e étape du cycle de vie, c'est la publication comme telle. C'est le processus de publication, la révision par les pairs, etc. Puis, il y a aussi dans toutes ces étapes du cycle de vie, il y a ouvert ou libre qui s'intègre de plus en plus. Puis, la dernière étape, c'est la mobilisation ou la diffusion des connaissances. Et après, ça fait un tour, ça revient à l'idéation parce que ça nous permet justement de revenir à la question de recherche, puis de continuer nos recherches et notre contribution au progrès scientifique. Et donc, voici le diagramme qui vient de la page Sciences ouvertes du gouvernement canadien. C'est un diagramme circulaire montrant les 4 grandes catégories séquentielles et cycliques de la science ouverte qui
je ne sais pas que si vous voyez assez grand, moi j'avoue que la partie qui nous intéresse, c'est en couleur grise ici, elle est la moins visible de toutes. Mais c'est ça, donc si on parle des données ouvertes, on se situe ici à l'étape de la collecte et analyse des données. Puis les éléments qu'on voit ici, c'est les données ouvertes, les méthodologies ouvertes, les méthodologies reproductibles, puis aussi la science citoyenne. Donc ça, c'est les quatre, en fait, les quatre éléments de la diagramme qui ont rapport avec l'étape de la collecte et analyse des données. Donc, nos données ouvertes, méthodologie ouverte et méthodologie reproductible se situent ici. Et donc, si vous vous posez des questions, mais là encore, je parle aux chercheurs et chercheurs, donc c'est quelque chose que vous faites, c'est pas à moi de vous expliquer ces éléments. Donc, mais si on se pose la question si mes données sont partageables, si j'ai le droit de les rendre ouvertes, librement accessibles, réutilisables, il y a bien sûr des mécanismes pour s'assurer du droit de les rendre partageables, de savoir qu'il s'agit de données sensibles. Mais ici, je vous propose quelques outils qui pourraient peut-être vous servir. Donc, on parle d'une matrice de risque liée aux données de recherche avec des êtres humains. Donc, vous voyez, les deux premiers sont produits par le réseau par Portage. C'est un réseau canadien ça fait plusieurs années qu'il travaille justement sur toutes les questions reliées à la gestion des données de recherche. Donc, deuxième outil qui pourrait vous intéresser, c'est l'arbre décisionnel pour le partage des données avec participants humains. Et le troisième est produit par le Fonds de recherche du Québec. Et c'est un outil d'aide à la décision sur le partage des données. Donc, il y a des outils qui permettent de faire cette vérification-là si jamais on a des doutes sur les données ouvertes. Voilà, donc là j'arrive au contexte canadien, comme j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. On a mentionné un petit peu la politique. J'ai parlé des initiatives qui existent, dont par exemple Portage, puis il y en a d'autres également. Mais plus particulièrement, la politique des 3 conseils de recherche sur la gestion des données de recherche, ça date de l'année dernière, donc ça a été finalisé et maintenant c'est un produit final. Mais il y a eu tout un travail de consultation, il y avait des ébauches avant, donc c'est un travail qui s'étale sur plusieurs années quand même. Mais on était content d'avoir la politique finale l'année dernière. Donc voici quelques éléments de la description comme l'introduction à cette politique-là. Donc la gestion des données de recherche est considéré comme un élément nécessaire de l'excellence en recherche. Et bien sûr, les grands conseils, leur but premier, leur objectif premier, c'est de soutenir l'excellence en recherche au Canada. Donc, la GDR en est un élément nécessaire. Une précision sur la politique, contrairement à la politique du libre accès aux publications qui date de 2015, donc qui était carrément sur le libre accès aux publications. Ici, il ne s'agit pas de la politique des données pour les données ouvertes, pour la gestion des données ouvertes de recherche. Non, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, le principe directeur ici, qu'on parle des données aussi ouvertes que possible, mais aussi fermées que nécessaire. Donc, c'est là où l'aspect des données sensibles, des données privées, confidentielles est bien sûr respecté. Donc, il ne s'agit pas des données ouvertes. Par la suite, donc, les 3 grands conseils reconnaissent les différences légitimes dans les normes de la GDR entre les disciplines, les domaines de recherche et les modes de recherche. Donc, c'est aussi toute une variété de besoins et des critères. La politique, quant à elle, vise à promouvoir l'excellence en matière de recherche au Canada en encourageant de saines pratiques de gestion et d'intendance des données de recherche. Et j'ai déjà mentionné les 3 grands piliers que la politique a définis.
ce sont les suivants: la stratégie institutionnelle, un PGD, plan de gestion de données, et les dépôts de données. Je vais aller un petit peu plus en détail sur chaque élément. Sur la stratégie institutionnelle, donc déjà l'échéance, vous voyez, il y a quelques dates qui sont déjà considérées, donc c'est pour mars 2023, ce n'est pas quelque chose qui presse nécessairement, mais il faut sans doute commencer à y travailler. Puis merci à Francis d'avoir pris l'initiative de mettre sur pied un comité qui va étudier cette question. Donc, l'objectif de la stratégie institutionnelle, c'est de comprendre les besoins, identifier les lacunes et commencer à les remédier à l'échelle institutionnelle. Donc, et trouver des solutions institutionnelles. Donc là, on travaille vraiment avec et pour l'Université de Moncton. C'est la stratégie de notre institution. Cette stratégie-là n'est pas prescriptive, donc ce n'est pas une politique. Dans ce sens, je vois quand même une petite différence entre la politique du libre accès, par exemple, et la stratégie, mais elle doit adresser plusieurs éléments, et je crois que les éléments qu'on a vus tout à l'heure, les principes FAIR, c'est ça ce qui doit être tenu compte dans cette stratégie-là. Au niveau des conseils, cette politique sera révisée, donc pour s'assurer que, comme vous voyez, l'échéance l'année prochaine, donc c'est entendu que les universités vont avoir cette stratégie-là, et elle va être révisée, mais elle ne sera pas évaluée. Donc, ce n'est pas un exercice avec une note finale qu'on va faire. Encore une fois, ça sera bien sûr un document vivant, comme c'est toujours le cas. Donc, c'est jamais coulé dans le béton, mais une stratégie, une vision, il faut l'avoir. Son intention, c'est l'esprit de collégialité, pour augmenter la capacité en matière de la GDR au niveau à l'échelle institutionnelle, mais aussi à travers l'OPI. Donc, vraiment, c'est juste un outil qu'on se donne pour aller dans le bon sens, pour travailler avec nos chercheurs, pour assurer la meilleure gestion des données de recherche. Le deuxième pilier, c'est le plan de gestion de données, un PGD. Et là, donc, il y a des chercheurs qui les utilisent déjà. Ça fait plusieurs années que ce travail est fait au niveau du réseau portage, on va voir tout à l'heure. Je ne vais pas en dire trop maintenant, mais c'est ça. Donc, dès printemps 2022, bientôt, les subventions exigeant un PGD seront identifiées. Donc, vous voyez, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain, mais bientôt, ils vont cibler les subventions qui vont exiger un PGD des chercheurs qui cherchent à les obtenir. Donc, qu'est-ce que c'est un PGD? En fait, c'est un document, c'est un formulaire synthétique qui aide à organiser et à anticiper toutes les étapes du cycle de vie de la donnée. Ce document explique pour chaque jeu de données comment seront gérées les données d'un projet depuis leur création ou collecte jusqu'à leur partage et leur archivage. Donc, c'est un petit peu ça ce qu'on fait. On s'assoit au moment de la conception des données, puis on essaie de prévoir les étapes les plus rapprochées jusqu'à la fin du cycle de vie des données, la préservation, la pérennité, donc l'archivage. On essaie de prévoir tous ces éléments-là. Et bien sûr, il s'agit d'un document évolutif. Encore une fois, on ne peut pas tout savoir au début, mais c'est bien de se poser des questions et aussi prévoir certains éléments en tenant compte des principes qu'on vient de voir, en tenant compte de tous les outils qui existent. Donc, on a toute l'information est là. Et il s'agit juste d'appliquer ces connaissances à nos données de recherche. Donc, un document évolutif qui doit être mis à jour régulièrement. Et donc, là, voici juste une petite visuelle pour vous. Finalement, donc ça, c'est un outil qui a été créé, justement, c'est un pendant du réseau portage. Ça s'appelle l'assistant PGD, l'assistant plan de gestion de données. C'est un petit peu petit sur mon écran, mais vous voyez sans doute, donc il y a cette introduction, il y a énormément de ressources qui existent, même du matériel de formation, puis des gabarits, il y a déjà énormément d'informations qui est là.
Donc, ce qu'on fait, on se crée un profil. Puis moi, en fait, j'ai un profil admin parce que je gère l'espace institutionnel de l'Université de Moncton. Pour le moment, c'est pas mal vide parce que c'est avec les PGD que vous allez produire que ça va se remplir. Le travail que j'espérais faire, mais finalement, on n'a pas fait ça au niveau de l'institution, mais je crois que je pense que c'est plus tellement nécessaire, c'est de créer des gabarits qui vont avoir le logo de l'université, des choses comme ça. On va le faire, mais vous allez voir tout de suite qu'il y a énormément déjà de la documentation qui est créée pour vous. Donc, il y a des modèles de plans de gestion de données. Là, je suis comme dedans, mon tableau de bord, créer des plans ou références. Donc, vous voyez ici, il y a des modèles de PGD qui sont créés pour des différentes disciplines parce que les données ne sont pas les mêmes d'une discipline à l'autre. Puis, il y a aussi une rubrique avec les PGD. Puis, je pense qu'ici, dans les modèles, il y a une quinzaine que j'ai calculé hier. Puis, les PGD publics, ce sont des vrais plans de gestion de données qui ont été créés par d'autres chercheurs qui les partagent librement avec vous. On peut s'en servir pour que ça fasse une base pour un point de départ pour votre plan de gestion. Et donc, c'est ça, c'est aussi simple comme ça, que ça, on crée un nouveau plan. On clique sur le bouton « Créer un nouveau plan » et donc, vous commencez à décrire votre projet, puis vous allez avoir des prompts pour toutes ces questions-là sur lesquelles il faut se pencher pour bien démarrer la gestion des données de recherche. Puis ici, vous voyez l'organisme de recherche principal, l'espace institutionnel de l'Université de Moncton est là. Donc, allons-y le remplir ensemble. Donc, plus particulièrement, un plan de gestion de données, on a dit que c'est un document synthétique, c'est un formulaire qu'on remplit. Donc, il contient une vingtaine de questions portant sur les aspects suivants, sur les différents aspects qu'on a mentionnés tout à l'heure. Donc, mais plus particulièrement, c'est la collecte des données, la documentation et métadonnées, stockage et sauvegarde, préservation, partage et réutilisation. C'est vraiment petit à mon écran. Responsabilité et ressources, conformité éthique et juridique, donc tous les grands questionnements qu'il faut faire. Donc, il y a des questions dans chacun de ces aspects, puis ça vous permet d'y répondre si vous connaissez la réponse, ou bien d'y réfléchir, d'aller consulter, de le mettre à côté pour y revenir un petit peu plus tard, mais ça vous donne un bon plan pour la gestion future de vos données de recherche. Voilà, ça c'est sur le PGD. Encore une fois, on fait un survol très rapide. Comme j'ai dit dans le webinaire du mois de novembre dernier, il y avait toute une séance d'une heure sur les plans de gestion de données. Si ça vous intéresse, entre-temps, vous pouvez visionner les webinaires dont vous allez voir le lien. Mais sinon, je crois que même à l'échelle, à l'Université de Moncton, on va sûrement avoir d'autres occasions d'en parler plus en détail. Donc, ici, aujourd'hui, on fait un survol. Le troisième pilier de la politique des trois conseils, c'est le dépôt des données de recherche. Donc, à la fin, puis vous avez déjà vu ça dans les principes FAIR, que le fait de déposer dans un dépôt de recherche, ça contribue à rendre nos données plus accessibles, réutilisables et repérables. Donc, qu'est-ce que c'est un dépôt des données de recherche? Mais c'est une plateforme, c'est un service, une archive en ligne qui assure la gestion des données de recherche à travers le cycle de vie des données. Lorsqu'on dépose nos données de recherche, c'est avantageux d'inclure tous les éléments, comme les données comme telles, mais aussi toute la documentation, les métadonnées descriptives. Donc, on dépose l'ensemble de ces éléments-là et le dépôt va faire le travail nécessaire pour assurer la préservation, la pérennité des données, etc. Donc, les dépôts de données, il en existe déjà énormément. Quelques exemples des dépôts de données de recherche, ça peut être même
le dépôt institutionnel. Il y a des dépôts institutionnels qui incluent également les dépôts de recherche, les données de recherche, mais il faut comprendre quand même que mais simplement la quantité, la taille de ces données-là, ça peut dépasser largement, comme le chercheur dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait une nomenclature très très longue, mais très, très explicite et qui aime ça. Il parlait de 500 terabytes de données donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre facilement dans un dépôt institutionnel. Donc, il y a des fois, souvent, les universités vont avoir un dépôt institutionnel pour les publications, mais un autre dépôt de données de recherche, donc spécifiquement pour les données de recherche à l'échelle institutionnelle. Maintenant, on a des dépôts de données nationaux au Canada, on a quelques-uns, mais les principaux, ça s'appelle Dataverse. Dataverse, en fait, c'est un logiciel à source ouverte qui a été produit à Harvard, je crois, au MIT. En tout cas, ça vient des États-Unis, mais il y a une instance canadienne. Donc, c'est un logiciel, mais c'est une plateforme qui s'appelle Dataverse. Mais à l'intérieur, il y a chaque jeu de données qu'on dépose, ça devient une Dataverse également. Donc, c'est une structure, mais c'est gratuit. C'est possible de les utiliser. Puis Further, c'est une autre plateforme de gestion de données de recherche. S'il nous reste quelques minutes, on peut aller voir ces éléments-là juste pour avoir une idée de quoi ça a l'air. Donc, c'est pour déposer les données, mais c'est aussi une plateforme où vous pouvez aller chercher les données. Donc, c'est vraiment une archive libre et ouverte des données nationaux, des données de recherche. Pas nationaux, c'est les dépôts nationaux, les données de recherche. Et donc, ça, c'est au niveau du Canada, mais il y a aussi des dépôts spécifiques aux disciplines, les dépôts spécifiques au domaine. Donc, il y en a énormément. Il y en a énormément. Donc, ça peut être à l'institution, ça peut être dans un dépôt national, mais ça peut être en France, ça peut être ailleurs, ça peut être vraiment dans un dépôt qui est dédié à votre discipline. Et aussi, donc, il y a cette ressource-là que j'ai cliqué un petit peu trop vite pour trouver un dépôt. Donc, c'est juste pour voir tous les choix qu'on a pour les dépôts des données de recherche. Et donc, on peut y aller pour déposer, mais on peut y aller aussi pour consulter qu'est-ce qui est disponible. Donc, parlant des dépôts des données de recherche, il y a un autre acronyme de principe que les dépôts doivent respecter. Et ici, on parle des principes directeurs qui s'appellent Trust. Et donc, pour assurer la fiabilité des dépôts de données, il y a ces éléments-là, c'est la transparence, la responsabilisation, responsibility, user focus, l'orientation vers ou l'intérêt pour l'utilisateur, sustainability, la pérennité ou la durabilité des données, technology, la technologie utilisée. Donc, ça, je crois qu'ils ont un sceau ou quelque chose comme les dépôts peuvent avoir ce contrôle de qualité. Donc, s'ils respectent les principes Trust, ben, il y a une certification qui est faite que oui, il s'agit d'un dépôt de données fiable et légitime. Je ne pense pas qu'on parle des dépôts de données prédateurs, je ne crois pas. Non, donc, ça, Dieu merci. Donc, la source, on peut consulter, c'est un article publié par Nature, The Trust Principles for Digital Repositories. Donc, ça, c'est pour les dépôts des données. Puis, il y a aussi quelques critères d'évaluation lorsque vous êtes rendu à cette étape-là. Mais on va, comme d'habitude, critères d'évaluation, on va évaluer certains éléments, la réputation du dépôt, le pays de stockage des données. Donc, le premier exemple qui vient en tête, c'est bien sûr le Patriot Act qu'on a aux États-Unis, qu'ils ont aux États-Unis et qui, bien sûr, nous empêche, on ne veut pas déposer nos données aux États-Unis parce qu'on ne veut pas être sujet à cette loi-là qui permettrait d'y avoir accès sans respect sans restriction.
Donc, coût et volume des données, ça aussi, bien sûr, si on parle de dépôt institutionnel, mais bien sûr, le volume des données va être restreint. Donc, tous ces éléments-là, ça nous permet quoi d'autre? Langue pour la description, l'utilisation des PID, des Persistent Identifiers, le niveau de contrôle des administrateurs que vous, en tant qu'administrateur, pourrez avoir, les types de licences et de formats. Donc, tous ces éléments-là, encore une fois, ça c'est juste pour nous donner une idée, mais comme j'ai dit, il y a déjà des mécanismes de contrôle des dépôts qui nous permettent de choisir une plateforme qui convient à nos besoins. Type de licence, gestion des accès restreints, etc. Voilà, maintenant, j'ai planifié jusqu'à 13h30, donc on continue. J'ai quelques bonnes pratiques en GDR à vous présenter. Donc, la première série de bonnes pratiques, c'est de planifier. Bien sûr, c'est là qu'on est à l'étape du PGD, mais justement, rédiger un plan de gestion de données, ça nous permet de bien planifier, de bien prévoir la gestion de nos données de recherche. Obtenir le consentement des participants quant à la diffusion éventuelle des données avant leur collecte. Donc ça, c'est une étape qui doit obligatoirement être faite à tout début. Il faut y penser, parce que si à la fin du projet, on est tout content, puis on veut rendre nos données ouvertes et accessibles, mais on n'a pas obtenu le consentement, si ça s'applique, ou le cas échéant. Donc le consentement des participants doit être obtenu au tout début, avant leur collecte. Identifier le bon processus pour protéger les données potentiellement sensibles, anonymisation et accès contrôlé. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la chance, j'ai pas cette vidéo ici, mais en tout cas, il y a une vidéo de quelques minutes qui circule dans toutes les, dans toutes les formats, en tout cas, toutes les occasions lorsqu'on parle de la GDR, mais en fait, ce sont des exemples de la mauvaise gestion des données de recherche lorsque, à mi-chemin ou plus tard dans le projet, on se rend compte des erreurs qui ont été commises, qu'on ne peut plus revenir en arrière, puis on a perdu énormément du temps, des données, etc., parce que justement, toutes ces questions-là n'ont pas été bien réfléchies avant. Puis je suis sûre que si je vous pose la question, vous avez peut-être toutes des histoires d'horreur par rapport aux données de recherche mal gérées que vous avez peut-être vécues ou entendu parler. Donc, planifier à l'avance. Donc, on fait ça vraiment comme première étape. Deuxième bonne pratique, deuxième série de bonnes pratiques, c'est sous le chapeau de stockage et sauvegarde. Donc, choisir la plateforme de stockage des données, comme on vient de voir pour les dépôts de données, les sécurités, le coût, le lieu des serveurs. Donc, ça se répète un petit peu ce qu'on vient de voir sur les critères d'évaluation. Donc, il faut s'assurer qu'on choisit une bonne plateforme pour nos besoins. La règle 3-2-1, 3-2-1, donc 3 copies sauvegardées de nos données sur deux supports de stockage distincts et une copie située hors campus. Donc ça, c'est la règle d'or de sauvegarde pour ne pas être victime des imprévus quelconques, de perte de courante ou des choses comme ça qui puissent arriver, puis en tout cas des catastrophes naturelles, brise d'ordinateur, etc. Donc 3 copies sauvegardées sur 2 supports de stockage distincts, dont un situé hors campus. Et aussi définir une fréquence de sauvegarde. Ça, il faut aussi s'assurer que les données sont sauvegardées sur une base régulière. Puis je vous renvoie ici aux plateformes AceNet. Donc c'est je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc c'est vraiment, je ne sais pas si c'est régional, même national, mais je pense que c'est à Halifax que cet organisme se trouve. Puis ils offrent, c'est axé sur les données de recherche, mais aussi support très, très technique. Donc là, c'est vraiment informatique, puis les logiciels. Ils donnent des formations. Il y a plein de webinaires de formation assez poussés, puis c'est gratuit, je crois. Donc c'est une autre initiative
canadienne qui vous donne plein de ressources et d'outils. Alors, consultez, s'il vous plaît, leur site web pour voir si, oui ou non, ça répond à vos besoins. AceNet. Maintenant, la troisième série de bonnes pratiques, ça rapporte à l'organisation de vos données. D'abord, hiérarchie des données, donc bien concevoir l'hiérarchie des données, la nomenclature des fichiers. J'ai donné un exemple tout à l'heure, mais aussi on peut consulter le guide de l'UQAM qui est très explicite justement sur tous les éléments de nom de fichier, comment ça doit être, qu'est-ce qu'il doit contenir, dans quelle séquence. Donc, ça facilite énormément le repérage et la réutilisation par la suite lorsque tous les fichiers qui commencent par le même élément, puis à la fin, il y a toujours la date ou les initiales. Donc, vous voyez, il y a cette structure bien définie, mais aussi les yeux que ça pourrait être, mais ça fait partie de la planification, de l'organisation de nos dossiers. Ensuite, créer de la documentation qui aide à contextualiser les données, comme par exemple le fichier README, lisez-moi, qui est d'ailleurs ici, j'ai même des modèles en français et en anglais pour consultation. Créer un dictionnaire de données et créer des métadonnées riches. L'exemple des dictionnaires des données, je ne sais pas, je pense, on va voir, mais je ne sais pas si c'est un exemple véritablement des dictionnaires des données. J'ai volé cette information d'une présentation. C'est ça, je crois. Mais en tout cas, bien décrire tous les éléments et créer de la documentation qui aide à contextualiser les données pour vous-même d'ici un an ou quelques années et surtout pour les autres, donc pour le futur. Métadonnées riches et en gros, donc, uniformité, constance et logique dans tout ce que vous faites avec vos données. Je crois que j'ai un exemple, oui, j'ai un exemple ici. Des bonnes pratiques en GDR, donc je ne sais pas si c'est exagéré ou c'est véritablement, ça vient d'un projet, mais ici, donc, l'enquête sur la moutarde, puis vous voyez toute la documentation, toutes les données sont présentées, vous voyez, il y a deux colonnes, là, la colonne à gauche, c'est la colonne à ne pas faire, tous les éléments sont un petit peu pêle-mêle, la nomenclature est mélangée, puis il y a tous les éléments comme ça, tandis que la bonne organisation des données de recherche, de la documentation, dans la colonne à droite, on voit que oui, enquête sur la moutarde, il y a la documentation, puis tous les éléments sous la documentation, la nomenclature est aussi uniformisée. Puis même moi, je vois, ça me cloche un petit peu les lettres majuscules ici, dictionnaire données, les autres ne sont pas en majuscules, donc moi, j'enlèverais même le D majuscule parce que ce n'est pas conforme aux autres. Par la suite, on a donné sondage, donc vous voyez, on a les verbatims, des entrevues, puis les vidéos, tout est bien organisé. Donc ça, c'est un exemple à faire, comment faire une bonne organisation des dossiers. Et la quatrième série de bonnes pratiques en GDR, c'est le format de fichier. On en a parlé un petit peu, on a parlé des protocoles de communication. Donc, c'est à peu près les mêmes conseils pour les formats de fichiers. Privilégier les formats de fichiers ouverts. Cependant, dans certaines disciplines, les formats propriétaires sont aussi acceptés. Donc, il y a ce tableau de UK Data Service sur les formats recommandés, puis quelques exemples comme texte, CSV, XML, TIFF, MP4. Donc, les objectifs de cette réflexion-là, les formats de fichiers, c'est la préservation à long terme. Donc, si on a des données sur les disquettes là, des années 90, ça peut être un petit peu difficile à les réutiliser aujourd'hui. Éviter les erreurs de conversion, permettre un meilleur partage des données. Donc, on parle des formats de fichiers, donc ça, c'est un autre élément à réfléchir lorsqu'on planifie la gestion des données de recherche. Et j'ai fait le tour, j'arrive aux prochaines étapes à l'UDM. Donc, comme j'ai dit, ça fait quelques années
qu'on en parle tout doucement. Moi, ça fait quelques années aussi que sur Dataverse, oui, j'ai vu un commentaire ici que oui, on ne fait pas partie, mais parce qu'on n'a pas fait cette démarche-là. C'est pas automatique. C'est pas Dataverse. Il faut y participer. Puis d'ailleurs, j'ai partagé avec Francis les coûts. Il y a des coûts associés à ça, mais les coûts sont quand même minimes parce qu'on fait partie des consortiums. Puis aussi, ce sont des plateformes nationales, donc c'est pas à but lucratif. Donc c'est juste les coûts participatifs pour contribuer à la maintenance de la plateforme. Donc, vous avez raison. Pour le moment, l'Université de Moncton n'est pas là. C'est une réflexion à faire. D'ailleurs, j'en parle sur cette diapo, les prochaines étapes. Donc, c'est une question à se poser. Qu'est-ce qu'on va offrir à nos chercheurs comme dépôt, comme plateforme de partage? Est-ce que ça va être le dépôt institutionnel? Je doute fort que notre scriptorium pourra avoir ce rôle-là, mais il y a des options. Puis Dataverse National, ça n'est une. Donc, Francis a déjà mentionné le comité du développement de la stratégie institutionnelle à l'Université de Moncton, qui est en cours de composition. Je ne sais pas si vous voulez en dire un petit peu plus. Ce que je vous ai montré, l'espace institutionnel sur portage, l'assistant PGD, l'espace existe déjà. Donc, pour les chercheurs de l'Université de Moncton, en fait, c'est même pas obligé. Hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre PGD là-bas. Comme j'ai dit, c'est juste un document qui peut être sur votre poste de travail. Mais est-ce que c'est une bonne gestion de votre PGD? Je ne sais pas. Cette plateforme-là existe pour vous faciliter la tâche, pour vous offrir déjà des gabarits, des points de départ déjà prêts avec plein de formes de matériel de formation. Et aussi, si l'université a fait cette démarche-là de vous préparer déjà des gabarits pour l'université de Moncton qui pourraient être utilisés, mais aujourd'hui, il s'agit vraiment juste de reprendre les gabarits qui existent puis de les personnaliser avec les logos de l'université. S'il y a des particularités, c'est bien sûr à discuter. Donc, c'est la FESR, donc c'est plus au niveau de la FESR que ces décisions vont être prises. Mais nous, on est là, la bibliothèque est là pour participer pleinement à toute cette offre de services pour vous faciliter la tâche. Donc, les gabarits de plan de gestion de données pour l'Université de Moncton, on vient de mentionner les solutions de dépôt, justement. Scriptorium, vous avez entendu parler peut-être du dépôt institutionnel qui est en pleine implantation. Moi, j'ai hâte de vous présenter ça vraiment dans les prochains mois. Dataverse, on peut avoir notre propre instance de Dataverse qui fera partie de la plateforme nationale, ou bien on peut simplement, on peut utiliser les plateformes existantes. C'est pour les fins de la politique des trois conseils, ça leur est égal. Il faut que vous utilisiez les dépôts. C'est la même chose qu'avec le libre accès à la recherche. En fait, ce n'est pas tellement important que ça soit fait sur une seule plateforme. Il faut que ça soit fait. Donc, la même chose pour les dépôts des données. Donc, ça, c'est à discuter et ça va faire partie de la stratégie institutionnelle. Et donc, doucement, tout doucement, il faut commencer. Puis, on vous invite, vous, les chercheurs, soyez les champions, posez des questions, commençons à le faire. D'ailleurs, je ne sais pas si Judith Bourque est là, mais on a déjà, je crois qu'on a déjà des gens qui ont pu, des champions, des projets de recherche qui ont pu utiliser ces ressources-là, puis qui veulent créer les PGD puis s'en servir pleinement. Donc, c'est quelque chose qui est là pour vous, pour vos collègues chercheurs, pour la science en général. Donc, la politique encadre cette démarche. Comme j'ai dit, elle n'est pas prescriptive. Donc, dans la majorité des cas, ça va être vraiment comme recommandé, faites ça. Donc, ça ne va pas être évalué ou
refuser, les subventions ne vont pas être refusées à cause de ça. C'est pour le bien de tout le monde qu'on veut vraiment encadrer cette démarche et assurer une meilleure gestion des données de recherche. Quelques ressources, comme j'ai mentionné, la série de webinaires sur la GDR de CAUL ici dans la région de l'Atlantique en collaboration avec le BCI du Québec. La politique comme telle, vous pouvez la consulter, elle n'est pas très longue, puis elle explique bien la situation. Le matériel abondant de formation du réseau Portage qui tout récemment a changé de nom. Puis maintenant, on parle, en fait, il y a plusieurs organismes qui se sont mis sur le chapeau de l'Alliance de recherche numérique du Canada ou l'Alliance tout court. Un point de départ, petit point de départ sur les données de recherche localement, c'est la page des données de recherche de la Bibliothèque Champlain, bien sûr. J'ai cité un petit peu la feuille de route pour la science ouverte, donc le lien est là, qui est aussi une ressource en français qui vient de la France. Door and Nom, c'est les données de recherche numériques, donc j'oublie l'acronyme DORA, mais c'est quelque chose de très évident, c'est données de recherche. Et voilà, j'ai fait le tour. Mon survol est fini. J'espère que ça vous a permis d'avoir un petit peu une meilleure idée de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que ça veut dire et peut-être vous avez déjà des idées, qu'est-ce que vous pouvez mettre en application et quelles ressources qu'il vous faut pour faire ce travail. Donc, pour ça, je mets les personnes ressources, c'est bien sûr la FESR avec leur personnel de soutien à la recherche. Puis nous, à la bibliothèque, on est là pour y participer pleinement. Merci. Merci, Victoria, pour avoir partagé ton expertise avec nous. Est-ce qu'il y aurait des questions? Levez la main. Jules. Merci, Victoria. C'est juste un commentaire. M'entendez bien? Oui. Oui. C'est juste un commentaire pour dire, moi, comme chercheur, je m'embarque en 2022 dans des nouveaux projets qui vont aller au-delà de ma capacité de stocker des données sur mon disque dur puis sur OneDrive. Puis d'ailleurs, juste dans les cours déjà, on a beaucoup de problèmes avec SharePoint, puis des partages de fichiers, puis même juste les travaux des étudiants. Fait que ça tombe vraiment à point, puis j'ai beaucoup apprécié la présentation. J'ai appris énormément de choses. J'ai cliqué sur le lien sur ta présentation pour aller voir les pages web, pour voir qu'est-ce qui existe comme information. J'ai aimé ce que tu as dit. Je crois que j'ai bien compris que les demandes de financement ne seront pas évaluées. Il n'y aura pas un critère d'évaluation de la qualité d'un PDG, par exemple, ou PGD. Mais je crois qu'avoir, comme tu as dit, une stratégie institutionnelle le plus tôt possible va nous aider énormément. Mars 2023, est-ce que c'est trop tard? Je ne sais pas si ça peut se faire avant, mais tant mieux. Déjà, tu as piqué ma curiosité, ça s'appelle Scriptorium? Oui, ça c'est notre dépôt institutionnel pour les publications. C'est la vitrine des publications d'une institution, donc ça s'appelle Institutional Repository, oui, Scriptorium, qui est en pleine implantation. Mais pour les données de recherche, c'est une autre paire de manches, puis probablement ça sera, comme vous avez vu, ça sera soit Dataverse, soit quelque chose qui existe déjà, donc on va juste se joindre à une plateforme déjà existante canadienne qui répond à toutes les exigences sur les critères Trust, etc. OK. Merci. Merci, Jules, de vos commentaires. D'autres questions? J'en vois pas. Donc, merci beaucoup, Victoria.
Donc, le travail va continuer. On a complété la formation du comité, Victoria. Je n'ai pas encore convoqué le comité, mais tous les membres sont confirmés. Puis, on va se lancer sur la création de notre stratégie à l'interne. Puis, il faudra se poser des questions sur quelle méthode, quel site de stockage qu'on va utiliser. Ça fera partie de nos discussions. Merci Excellent, beaucoup. bonne nouvelle. Merci beaucoup à vous tous. J'arrête l'enregistrement. Et bonne